Bonjour. La dernière fois, je parlais de révélation à l'homme de l'ordre cosmique. Mais déjà surgit une première difficulté. Quels critères vont nous permettre de déterminer à quel moment de son histoire, ou plutôt de sa préhistoire, l'homme mérite ce nom générique qui le distinguera par la forme la plus élémentaire d'intelligence des autres primates. Dans l'état actuel de nos connaissances, la question reste encore posée. Car la lente mais irrésistible évolution, qui commençait depuis près de 4 milliards d'années avec l'apparition de la première forme de vie sur la Terre, pour finir au prix d'innombrables péripéties avec l'homme d'aujourd'hui, est un processus dont la démonstration divise de nombreux spécialistes. Il nous suffit de savoir qu'environ 2 milliards d'années furent nécessaires pour que le premier animalcule, à force de mutations complexes et sans doute de multiples avatars génétiques, se transforme en un animal élaboré qui deviendra notre ancêtre lointain. Ce long cheminement, qui bouleverse notre échelle habituelle du temps, ne nous intéresse en réalité que dans sa phase finale, celle précisément où apparurent les êtres que nous pouvons considérer comme étant physiquement et physiologiquement les plus proches de nous. A priori, cette parenthèse peut sembler ne pas être indispensable au développement de mon sujet. Mais, à mon avis, ce n'est pourtant qu'une apparente digression, car, puisqu'il va s'agir de l'homme, pourquoi, même superficiellement, ne pas nous en occuper depuis sa plus lointaine origine connue? Dans ce but, faisons un effort d'imagination pour nous transporter à quelques 3 millions d'années en arrière. À cette époque existait un anthropoïde que la science a baptisé Australopithèque. Ni tout à fait homme, ni tout à fait animal, il vivait nu et était essentiellement végétarien. Pourtant, et c'est là toute la différence avec l'animal, quoique voûté, il se tenait debout. Et l'on sait que la station verticale fut un élément déterminant pour la progression de l'intelligence. Il y a 2000 ans, Aristote notait déjà: l'homme est le seul être qui, dans sa perfection, ait la tête en rapport avec l'axe du monde. Il fallut pourtant attendre encore 1 million d'années pour qu'un descendant probable de ce préhominien mette à profit le fait de marcher debout pour utiliser ses mains, désormais libres, à la fabrication d'outils rudimentaires. L'Homo habilis était né. Il se distinguera donc définitivement de son ancêtre animal par un ensemble de caractères spécifiques tels que la station debout, l'utilisation de la main pour créer des outils et le développement progressif du cerveau. Cette interaction entre la main et le cerveau peut être considérée comme une aventure exceptionnelle dans l'histoire de l'évolution.
N'allons pas imaginer pour autant que l'Homo habilis était un hominien très évolué, loin s'en faut. Mais en façonnant des outils qui lui serviront également d'armes, il va devenir chasseur. Ce nouveau comportement de l'homme sera un élément décisif de son évolution physique et psychique. Il préparera, par une série de réactions en chaîne qu'il serait trop long d'analyser, l'avènement d'une organisation sociale relativement structurée, ainsi que la prise de conscience de la souffrance et de la mort, qui donnera d'abord naissance au grand mythe du sang versé, puis ensuite aux futures conduites religieuses. Les dessins rupestres de l'Homo sapiens n'en sont-ils pas l'irréfutable témoignage? Mais nous n'en sommes pas encore là. Entre l'Homo habilis et l'Homo sapiens, notre ancêtre direct, plus d'1 million d'années va encore s'écouler. 1 million d'années pendant lesquelles l'évolution sera lente, mais notable et irréversible. Cette longue période sera surtout marquée par un fait unique, la domestication du feu. Cet événement, considérable dans l'histoire de l'homme, va le différencier de l'animal d'une manière plus remarquable encore que l'outil. Il faut en prendre pour preuve que la crainte du feu est toujours profondément enracinée dans l'instinct de presque tous les autres êtres vivants. L'homme qui va, peu à peu, s'affranchir de cette peur ancestrale, apprivoiser, utiliser, puis recréer cet élément effrayant est le pithécanthrope. Parce que définitivement dressé sur ses jambes, il marchait debout, on lui donnera le nom scientifique d'Homo erectus. Sans entrer dans les détails, on imagine aisément toutes les conséquences qui découlèrent de la maîtrise du feu. Ce fut sans doute, si l'on peut dire, l'une des inventions, entre guillemets, capitales qui ont transformé le destin de l'humanité. En tout cas, cette autre aventure exceptionnelle que vécut l'Homo erectus a fatalement influencé son comportement et accéléré son évolution. Témoin de l'emprise de l'homme sur la matière, le feu est donc un important facteur de progrès. Si l'Homo habilis a pu apparaître avec l'outil, l'Homo erectus n'aurait pu naître sans le feu. Pendant à peu près 1 million d'années, les pithécanthropes vont donc lentement mais irrémédiablement progresser en intelligence. Nous savons que ces hommes furent, en quelque sorte, les premiers grands voyageurs, car, hormis les secteurs tropicaux et équatoriaux de l'Amérique et de l'Australie, partout dans le monde, on retrouvera leurs traces. Ces migrations impliquent que pour survivre, les pithécanthropes ont su s'adapter à des environnements très différents où chaque groupe a évolué séparément. Cette faculté d'adaptation démontre, de toute évidence, que pour affronter des conditions climatiques assez difficiles, variées, ces hommes faisaient preuve d'une imagination créatrice assez exceptionnelle. Ils devaient être les premiers à réagir ainsi. Le fait que ces hommes aient essaimé à travers le monde nous laisse supposer que c'est peut-être à cette époque que sont apparues les différentes races humaines. Pourtant, rien n'est moins sûr, car, d'une part, il n'est pas prouvé que les diverses races de pithécanthropes aient été identiques à celles des hommes d'aujourd'hui, et, d'autre part, pour des raisons scientifiques précises, les biologistes modernes contestent cette notion de race pour lui préférer celle de population.
Peu nous importe d'ailleurs ce distinguo sur les différentes souches fondées par les Homo erectus, puisque très peu d'éléments permettent de déterminer avec certitude, après la longue période de près d'1 million d'années pendant laquelle ils vécurent, de quel rameau est issu l'Homo sapiens, qui est incontestablement considéré comme notre ancêtre direct. Héritier de tous les éléments que ses prédécesseurs avaient créés et développés, son apparition sera marquée par une nette accélération technologique et culturelle. Robert Clark, dans son ouvrage consacré à la naissance de l'homme, écrit « L'Homo sapiens prend sa forme définitive il y a environ 35 000 ans, lorsqu'il acquiert un cerveau et un corps qui n'étaient pas différents des nôtres. » Cette remarque peut clore la parenthèse qui nous a permis, par un fulgurant raccourci, de retracer dans ses grandes lignes la merveilleuse progression qui, pendant plus de 3 millions d'années, a transformé l'animal australopithèque en un individu élaboré qui, voici 35 000 ans, n'avait plus, somme toute, de différence fondamentale avec l'homme d'aujourd'hui. À partir de l'Homo sapiens, seul l'esprit s'affine, la technologie s'améliore et les migrations s'accentuent. Ces migrations, qui entraîneront des brassages de groupe à groupe, auront pour conséquence logique d'abord des échanges de techniques, mais surtout des échanges de sang qui contribueront à fonder, dès cette époque, la diversité du patrimoine héréditaire qui reste l'une des plus précieuses richesses de l'humanité. C'est donc ainsi que naîtront peu à peu les grandes civilisations du passé. Merci.